Bonjour à toutes et tous, en tout cas toutes celles et tous ceux qui sont déjà là présents pour cette deuxième session live de notre programme Agir avec succès au temps du coronavirus. Je vais attendre une petite grosse, peut-être 2 minutes, pour que les retardataires puissent nous rejoindre. Nous sommes déjà nombreux, mais bon, pour que chacun puisse être présent, petite minute d'attente et nous allons démarrer tout de suite. Merci à nouveau d'être parmi nous aujourd'hui. Petite information déjà, pour poser vos questions, pour ceux qui connaissent déjà le système et pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à regarder à droite de votre écran, il y a une session Q&A et donc vous posez vos questions dans ce fil pour la fin de la réunion, pour le cours de la réunion, hein, évidemment. N'hésitez pas, elles seront relayées par Perrine, de telle manière à ce que ça puisse être, voilà, qu'on puisse être interactif sans que ce soit trop compliqué. N'hésitez pas à fermer évidemment vos micros pendant la présentation, de telle manière à ce que ça puisse être clair pour tout le monde. Merci. Encore 30 secondes et je vais démarrer. Tanguy, est-ce que tu peux mettre la présentation? Je vais donc démarrer cette deuxième session live. Donc bonjour à nouveau à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis Alain Roussel, je suis président de Service Plan France et nous allons échanger ensemble sur le thème Agir avec succès au temps du coronavirus, qui n'est pas simple évidemment. Dans cette deuxième session, pour ceux qui étaient présents lors de la première session, nous avons eu en direct nos amis de Shanghai, de Service Plan Shanghai, qui nous a raconté en fait la vie quotidienne et le redémarrage économique, les obstacles, les opportunités, les réussites, les difficultés que eux vivent déjà, sachant que le déconfinement nous concernant va démarrer entre le 11, le 18, enfin nous verrons, tout ça est assez flou pour l'instant encore et progressif. Mais partageons ensemble déjà un certain nombre de points. Cette deuxième session est consacrée au volet numérique et innovation. Que peut-on faire pendant cette période de confinement et comment peut-on préparer l'avenir? Il y a un certain nombre de choses à partager ensemble sur des bonnes pratiques, des bons réflexes, quels que soient nos niveaux d'investissement et de capacité, on va dire, dans ces périodes complexes. Et ce sera avec trois, on va dire, contributeurs, Pierre-Emmanuel Muller, François Houst et Sophia de Keolis, qui vont nous parler de ces éléments. Je les présenterai tout à l'heure. Un point général, pourquoi ces sessions? Parce qu'évidemment, nous traversons une période particulièrement complexe, difficile, certains la nomment catastrophique, évidemment. Cette période va avoir des bouleversements importants à la fois sur nos vies collectives, sur nos vies individuelles, sur nos vies sanitaires, sur la vie économique, bien évidemment. Nous avons un certain nombre d'expériences sur tous ces sujets au niveau international, puisque nous sommes présents dans 24 pays. Certains pays sont déconfinés en partie, certains pays sont en voie de déconfinement, d'autres sont encore confinés comme le nôtre, mais nous partageons régulièrement toutes ces expériences et ces échanges nous donnent un temps d'avance pour échanger sur les sujets. Il ne s'agit pas de donner des leçons, mais de donner des sources d'inspiration, d'échanger ensemble sur ce qui peut être des bonnes pratiques et des bons réflexes et des choses à ne pas hésiter à tenter et à faire dans ces périodes complexes. Puisque nous allons parler du numérique et de l'innovation, je voudrais dire deux choses. Un, le e-commerce, évidemment, vous le savez, a un rôle extrêmement important aujourd'hui dans la survie des marques et des entreprises marchandes, on va dire, notamment en période de crise, et particulièrement en période de crise sanitaire, où l'enjeu de la distanciation barrière, de la contagiosité est important. Et le premier message, et Pierre-Emmanuel va en parler, consiste à dire qu'on ait peu de moyens, qu'on soit extrêmement mature ou qu'on ne le soit pas,
se plonger en tentant des choses sur le e-commerce, hein, et la relation sur Internet marchande est quelque chose d'essentiel pour aujourd'hui, pour demain et sans doute de manière assez durable. Donc, nous allons partager 2-3 expériences sur le sujet et je pense que ça peut être inspirant pour certains d'entre vous. Le deuxième point, dans ces périodes qui sont complexes, néanmoins, innover est un maître mot parce que c'est par la réinvention et par l'innovation, et notamment sur les enjeux numériques, les enjeux digitaux, que nous pouvons avoir des expériences et des bons réflexes pour demain. À nouveau, l'innovation ne veut pas dire des choses forcément complexes, ça peut être des pas de côté extrêmement simples, fondés sur du bon sens et de l'utilité, et nous allons partager ça avec nos 3 intervenants. Nos 3 intervenants d'aujourd'hui sont Pierre-Emmanuel Muller, d'IPEM, qui est directeur général de PlanNet France, hein, l'entreprise digitale de Service Plan France. François Housse, qui est directeur conseil de PlanNet France et qui est très tourné vers les notions d'innovation et de parcours client et parcours consommateur. Et Sophia Escamilla, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est UX stratégiste et rechercheur au groupe Keolis. Je vais donc passer la parole immédiatement à Pierre-Emmanuel, qui va commencer sur les thématiques de e-commerce. Pierre-Emmanuel? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, pardon. Pierre-Emmanuel Muller. Merci Alain pour cette introduction. Tanguy, est-ce que tu peux partager ma présentation? Est-ce que, Alain, tu peux me confirmer que tout le monde... Oui, moi je la vois bon en tout cas. Super, Oui, je la vois. Donc, comme le disait Alain, on ne va pas faire un cours magistral sur le e-commerce, comment mettre en place une plateforme, les stratégies, les problématiques de logistique. On a intitulé la présentation e-commerce, la crise et après. L'objet est de voir quelles sont les initiatives intéressantes, les réactions qui nous semblent pertinentes, enrichissantes et comment préparer la suite. Parce qu'il y a des choses qui sont à notre sens là pour durer et qui transforment durablement le paysage. Premier point, la question de est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que c'est le moment? Parce que passer la première phase j'allais dire de sidération, qu'on a tous connue, d'appréhension de ce qu'on est en train de vivre, d'assessment en anglais, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il faut bouger? Vous avez certainement déjà vu cette slide-là et vous l'avez vu si vous étiez là à la session précédente. En termes d'investissement média, en communication publicitaire, lors des 2 dernières récessions, les marques qui ont continué à prendre la parole sont des marques qui sont sorties gagnantes. Si on continue de parler, on continue d'agir, on continue d'être présent, on gagne des parts de voix, des parts de marché. Ceux qui ont arrêté durablement, parce qu'on peut à un moment donné suspendre le temps de réagir, mais ceux qui ont vraiment réduit sont ceux qui ont perdu des parts de marché et des parts de voix. Ça étant dit, donc il faut bouger, il faut réagir. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Pour certains, c'est une opportunité évidente. Vous avez là la capture d'écran de mon compte sur le site GoSport. Quand quelques jours avant le confinement, j'essaye d'acheter un home trainer, il n'y a déjà plus rien. C'est-à-dire que pour beaucoup, ça a été une opportunité incroyable. Donc quand on est dans le retail et qu'on a déjà un site e-commerce, qu'on a des drives, qu'on est capable de livrer, quand on est dans les produits culturels en ligne, le streaming, le e-learning a aussi beaucoup profité, que ce soit pour soi, mais aussi... Oui. Je t'interromps, ton partage ne fonctionne pas, on est toujours sur le PowerPoint, mais pas sur le diaporama. Ah, pardon. Donc je vais arrêter le diaporama, je vais le relancer, et je vais relancer mon partage. Ouais, là c'est bon. Super, merci beaucoup. Vous aviez vu cette slide, François? Oui. Non, on n'avait pas vu celle-là. Donc voilà, c'est la slide de mon compte chez GoSport, pour illustrer que dans certains secteurs, ça a été plus facile que pour d'autres. Donc le e-learning, divertissement, vente de produits culturels et de produits de sport en ligne, ça a été plus rapide et plus évident. Quand on est commerçant, c'est un challenge, c'est plus compliqué. Il faut réfléchir, il faut ajuster, et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer avec quelques cas pratiques.
J'ai pris un premier cas qui est Le Bon Coin, mais d'autres sont dans la même situation, que ce soit Vestiaire Collectif, que ce soit eBay. Il y a ce sujet de réagir et de s'adapter à ce qui est en train de se passer sur son marché. Le Bon Coin, donc de la vente de produits entre particuliers, ce qui est compliqué en temps de confinement, a transformé les petites annonces en annonces de services. Ils ont mis en avant tout ce qui était aide aux courses, formation, coup de main. Ils l'ont relayé sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Bon Geste. Ils ont été un petit peu plus loin en mettant en place une boutique accessible aux TPE, PME sous la bannière Tous Mobilisés pendant quelques mois pour permettre aux petits commerces de traverser la crise. D'autres ont suivi le mouvement. Ce qui est intéressant là, c'est de voir la réactivité d'une plateforme comme Le Bon Coin, qui derrière va en retirer quelque chose en termes d'image de marque, en termes de positionnement et de posture sur le marché. Ce qui aurait été long à construire en termes de marque proche, en termes de marque qui est soucieuse de la vie de ses clients, là ça a été fait en quelques temps parce qu'ils ont su réagir vite. Autre cas d'accélération, et ça j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard, tout le monde a entendu parler de l'accord entre Monoprix et Amazon Prime qui avait fait grand bruit en disant ça y est, le retail, la grande distribution bouge, vers quoi on va, quelles sont les tendances, et ça a pris énormément de temps. Et là, depuis le début du confinement, tout s'accélère et va beaucoup plus vite. Carrefour et Casino sont disponibles sur Uber Eats, avec certes des paniers type, pas toute la gamme, mais on a dans le même temps aussi Franprix et Monoprix qui sont disponibles chez Deliveroo. Ça aurait été beaucoup plus lent, je pense, à se mettre en œuvre. Là, on voit que certains ont pu réagir entre le moment où j'ai fait cette slide et aujourd'hui. On a aussi Decathlon qui est maintenant disponible chez Auchan et Franprix, avec à chaque fois des adaptations au contexte. Bien évidemment, Decathlon va aussi réouvrir ses magasins en sortie de confinement, mais c'est l'occasion de tester, de s'adapter et de réagir, même si on est un grand acteur. Maintenant, des cas un petit peu plus précis, avec à chaque fois des réactions particulières qui, je pense, peuvent être inspirantes pour tout le monde. Donc Douglas, parfumeur, vendeur de cosmétiques, a lui décidé, ils ont déjà une plateforme de e-commerce qui fonctionne très bien, eux ont décidé d'avoir une action particulière sur leur base en matière de CRM, en ciblant ceux qui n'avaient encore jamais acheté et en allant vraiment dans une démarche de favorisant le premier achat. Donc sur les 44 millions de porteurs de cartes, avec cette action-là, ils ont vu un triplement du nombre de premiers achats, en particulier sur une population plutôt senior. Donc, derrière, il y a durablement quelque chose à mettre en place dans la communication en matière de CRM, c'est-à-dire on ne va pas communiquer de la même façon avec une cliente qui a 75 ans qu'une cliente qui a 35 ans, mais ça montre qu'il est possible de réagir et d'accélérer. Alors bien sûr, les clients sont aussi dans un contexte de contraintes, donc il y aura eu certainement naturellement une augmentation des premiers achats, mais il est possible de revoir sa stratégie CRM et ses prises de parole, ce qui est aussi en temps normal toujours compliqué, prend du temps, demande du test. Là, parler à ses clients, en fait, c'est pas choquant, et avoir une marque qui nous parle et qui nous dit je sais dans quel contexte vous êtes et avançons ensemble, pour un consommateur, c'est intéressant. Autre point pour Douglas, avant de passer au cas suivant, ils ont mis en place aussi une marketplace ouverte aux plus petits distributeurs, aux plus petits fabricants, pour les accompagner dans la période. Donc il y a une posture aussi de marque qui gère de bonnes relations de voisinage, mais ça les positionne aussi comme le one-stop shop de tout ce qui est cosmétique en enrichissant son catalogue. Chris, qui est une marque de joaillerie, donc dans la région Allemagne, Suisse, Autriche, fermeture de 210 boutiques avec le confinement. Et là, c'est l'initiative d'une gérante de boutique qui a mis en place, seule, en 3 jours, dans son témoignage, un live stream avec Lisa. Donc Lisa, c'est aussi une bonne illustration de ce que le digital peut offrir comme test et prototypage. François et Sophia reviendront sur le sujet. Lisa, vous appelez vos produits, donc c'est une application de live stream, vous voyez le vendeur, la vendeuse, en direct, en train de présenter des produits, en train de faire des démonstrations, de faire des tutoriels. En tant que client, vous pouvez poser des questions, vous pouvez liker et vous pouvez bien sûr acheter les produits en direct. C'est accessible depuis un navigateur, il n'y a pas besoin d'aller acheter une appli.
en tant que revendeur. Vous n'avez pas besoin de gérer tout un sujet de parc et de mise à jour. Vous n'avez pas besoin de peupler un catalogue parce que vous appelez les produits directement avec leur URL. Donc ça se teste relativement facilement. Et on a là l'initiative d'une commerçante qui a décidé de ne pas rester sans rien faire et tout son groupe derrière a suivi, a mis en place. Donc là, on a aussi une logique d'accélération. Vous prenez une marque comme Cartier, ça fait des années qu'en Chine, tous les vendeurs Cartier ont un compte WeChat, peuvent vendre les produits dans des chats. Je pense que là, ce qui est intéressant à retenir, c'est être à l'écoute des initiatives d'un réseau et en tirer des bonnes pratiques. Voilà. Dernier point, ça illustre sur ce cas-là ce que disait le Chief Revenue Officer du Washington Post, mis en place par Amazon pour améliorer la rentabilité du journal, c'est qu'en digital, les portes, elles vont dans les deux sens, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a parfois une culture du prenons vraiment le temps, faisons vraiment beaucoup de tests. Quand on teste quelque chose, on peut en ressortir. Là, on ne parle pas d'un investissement délirant sur 3 ans. On teste et si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de retour, on peut facilement faire machine arrière. Forest Cabin, un cas transmis par nos collègues chinois. C'est une marque de cosmétiques avec le confinement, une baisse des revenus de 90%, perte de 4 millions d'euros par mois. Ils ont formé les 1600 collaborateurs au live streaming, donc l'illustration du cas précédent. Quelques semaines après la mise en place du live streaming, le résultat était cette année meilleur que l'année dernière à la même période. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de former 1600 personnes en un temps record sur un contenu qui n'existait pas, sur une plateforme qui n'était pas là avant, en allant pour la vente sur Taobao, qui est donc la plateforme d'Alibaba. Je ne sais pas si Forest Cabin, en temps normal, aurait fait le choix d'être dans une plateforme tierce, avec une commission, avec le fait qu'ils sont en concurrence avec d'autres produits. Mais il faut agir, il y a un principe de réalité, et je trouve que ça illustre bien aussi la capacité qu'on peut avoir en digital à vite, très vite mettre en place des solutions qui permettent là d'éviter une catastrophe économique. Ce qu'on voit, à mon sens, à travers tous ces exemples, et ce que des sociologues illustrent par rapport à la situation actuelle, c'est un saut générationnel. C'est-à-dire que pour certains, on a gagné 5 ou 6 ans dans la diffusion des usages, l'acceptation des pratiques, donc en général dans le digital, mais aussi en matière de e-commerce. C'est la blague que vous avez dû passer sur qui est le meilleur acteur, le meilleur moteur de la transformation digitale de votre entreprise, votre PDG, votre DSI ou le Covid-19. C'est le Covid-19 qui a poussé, j'illustre avec les visioconférences, pour beaucoup c'était impossible, c'était irrecevable dans leurs organisations, en fait tout le monde s'y est mis. Et en revanche, tout ça ne doit pas nous faire perdre de vue qu'un saut générationnel, ça se gère. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on roule plus vite qu'on est capable de rouler plus vite durablement. Il faut prendre le temps d'accompagner ce changement, de sourcer ce qui est bon, ce qui est pérenne, ce qui est durable, et revenir aussi à des pratiques de qualification de la montée en charge. Et c'est ce que François et Sophia vont illustrer après sur le fait que l'innovation, c'est écouter, c'est saisir des opportunités, mais aussi avoir des méthodes. Et du coup, une bonne présentation agence, c'est pas une présentation agence sans quelques takeaways pour vous derrière qui doivent normalement vous donner envie de nous reparler. J'ai scindé en 2 temps. D'abord, ce que vous pouvez mettre en œuvre pour vos clients, pour réagir, et pour vous en interne. Premier point, profitez des offres de crise et du contexte pour lancer des plateformes de vente si vous n'en avez pas. On revient à cet impondérable qui est le produit, le vendeur et le client. Mettez en avant les vendeurs, mettez en avant les consultants, les conseillers. Ils sont passionnés par les produits. Un live streaming, ça se met en place très vite. Des boutiques en marque blanche, ça existe. Testez. Deuxième point, profitez du live streaming, c'est là pour durer, c'est proche des usages, ça crée aussi du lien. Ça change du confinement, de cette logique impersonnelle dans laquelle on est. Activez, envoyez des emails, activez vos bases CRM. C'est l'occasion de prendre la parole de manière peut-être un peu plus souple. En tant que consommateur, on est certainement un peu plus tolérant dans la phase actuelle. Et profitez aussi des opportunités que vous avez pour aller sur d'autres marchés, dans d'autres marketplaces, et tester aussi cette possibilité-là qui est offerte aujourd'hui. En interne, former, accompagner. C'est pas parce que certains sont très à l'aise avec les outils de live streaming ou avec le fait de répondre à des emails sur des disponibilités que tout le monde va être de la même façon. On le voit avec le télétravail, tout le monde ne réagit pas de la même façon, c'est la même chose avec le e-commerce. Préparer des investissements dans des plateformes en propre,
pour gérer vos stocks, pour anticiper les sujets de logistique qui vont être là après le déconfinement. Capitaliser aussi sur l'agilité qui a été déclenchée par la crise actuelle et garder un œil sur les performances parce que c'est aussi un vrai sujet de qualité et de service. C'est ce que Amazon met énormément en avant, c'est la rapidité. Le e-commerce reviendra aussi à un moment donné à la normale et on aura besoin de parcours clients fluides, efficaces et de suivi de tout cela. Voilà, sur ce petit tour d'horizon sur le e-commerce et ce que la crise a pu déclencher. Plus largement, avec un peu plus de hauteur, tout ça illustre qu'il faut être capable de réagir et de changer d'équilibre. Et c'est ce que François et Sophia vont illustrer à présent. Voilà. Merci Pam. Comme l'a dit Pierre-Emmanuel, je prends le relais sur une partie un peu plus dédiée à l'innovation. Le temps de partager. Voilà. Pour revenir sur ce que disait Pierre-Emmanuel, on est sur une période de changement. Et on est sur une période de crise dans lesquelles de grands changements apparaissent dans nos habitudes, dans notre quotidien. Et ces périodes de crise sont le moment d'innover, de lancer, d'écouter les utilisateurs, de tester des choses et de mettre en place peut-être aussi des politiques liées à l'innovation. Je ne vais pas redévelopper tout ce qu'a dit Pierre-Emmanuel sur le saut générationnel, mais la crise a obligé les entreprises de toute façon à se réinventer, à trouver des nouvelles méthodes de fonctionnement. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on est en travail à distance, qu'on s'invente des visioconférences, du télétravail, des nouveaux espaces collaboratifs, qu'on change d'habitude. Et oui, pour certains, ce n'était pas possible auparavant. Et puis finalement, la vie continue sur certains types d'activités avec des nouvelles habitudes. Il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça, c'est qu'au final, n'importe quand et de quelque façon qu'arrive le déconfinement, on aura la nécessité de repenser la notion de distance. Il restera quelque chose chez nous sur cette notion du travail à distance, sur cette notion de la proximité entre les utilisateurs, sur cette notion de relation au temps passé à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de tout ça et sur lesquelles il va falloir s'adapter. Et ça fait partie des pistes. Ça fait partie des sujets sur lesquels il faut travailler aujourd'hui l'innovation et sur lesquels il faut travailler des expérimentations qui peuvent être des expérimentations à court terme et très rapides, des expérimentations à plus long terme, des réflexions sur les attentes des utilisateurs pour vraiment appréhender cette nouvelle notion des distances. Ça peut impliquer pas mal de choses. Ça peut impliquer de réimaginer la relation client à distance dans le futur. Comment aujourd'hui, en étant une entreprise qui fait par exemple du B2B, je peux reconstruire un relationnel fiable avec mes clients en étant détaché des rendez-vous physiques, en étant détaché de la rencontre obligatoire de l'atelier toutes les semaines, etc. Il y a des solutions qui sont testées, qui sont en train de se mettre en place. On est en train actuellement de se faire un webinaire, de faire une session live sur une mécanique qui fonctionne, sur des outils qui fonctionnent. Il y a des choses qui émergent, il y a des technologies qui émergent autour de ça. La semaine dernière a eu lieu par exemple un concert de Travis Scott sur Fortnite. Alors Fortnite au départ c'est une plateforme de jeu en ligne, c'est un jeu extrêmement collaboratif où on a énormément d'utilisateurs connectés en même temps sur un jeu plutôt de style combat. Fortnite est en train de revoir son modèle de fonctionnement, a annoncé il y a quelques jours qu'il allait créer des espaces où la mécanique de jeu n'était plus l'affrontement, mais plutôt l'errance,
fait de pouvoir se balader, le fait de pouvoir découvrir et dialoguer avec d'autres joueurs. Et cette logique de mettre en place des concerts, de mettre en place des points de contact, de créer un monde virtuel en fait, qui va pouvoir devenir un espace d'échange avec d'autres entreprises, avec des collaborateurs ou avec des clients, des consommateurs, c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin. Et aujourd'hui, on a des plateformes qui sont établies, des Minecraft, des Fortnite, d'autres plateformes qui sont en train de devenir des plateformes de socialisation. Dans le même ordre d'idées, un salon de la réalité virtuelle qui était prévu pour le mois d'avril, qui s'appelle Laval Virtual, donc qui est dédié à toutes les technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d'espace immersif, tout ce qu'on peut avoir autour des casques, Oculus, de ce genre d'expérience, a décidé d'être maintenu sur les dates, donc mi-avril, sur les dates qui étaient prévues à l'origine, mais de entièrement se virtualiser. Donc la capture d'écran qu'on a en haut à gauche sur ce slide, c'est ce salon Laval Virtual dédié à la réalité virtuelle qui a continué à maintenir l'intégralité de ses plénières, de ses conférences, de ses échanges avec les différents intervenants de manière totalement délocalisée. Alors c'est plus facile pour un salon de la réalité virtuelle que pour peut-être une autre entreprise, mais ça montre la voie et ça montre qu'il est possible de faire ce genre d'événement virtuel. De manière un peu plus investie, des projets qui prennent un peu plus de temps. Planet a développé avec les laboratoires Janssen, le grand laboratoire pharmaceutique américain, des visites virtuelles d'usines sur Oculus, donc sur casque de réalité virtuelle, où on est sur des mécaniques, où on peut découvrir la fabrication, la logistique, la recherche autour d'un médicament, de manière totalement immergée dans des expériences à 360 degrés. Ce qui va changer demain aussi, c'est la gestion des espaces physiques et c'est la notion de distanciation. On ne va plus fréquenter les boutiques de la même façon, d'abord pour les règles de confinement et puis ensuite de déconfinement, pardon, et puis ensuite parce que les habitudes vont un petit peu changer. Je pense qu'on va plus forcément avoir le même relationnel, la même relation à la promiscuité, que ce soit dans les transports ou dans les lieux publics. Il va falloir anticiper ça. Et il y a des technologies qui existent déjà, qu'elles soient assez simples. Il y a des applications qui existent aujourd'hui comme Affluence qui permettent d'estimer le nombre de personnes à l'intérieur d'une boutique, de programmer en fonction du temps d'attente. Donc c'est une application où je dis que je veux aller à la BNF ou dans un espace de coworking de Sciences Po par exemple, et ils vont m'annoncer le temps d'attente pour avoir une place libre ou le taux d'occupation de la médiathèque, de la salle de réunion, pour que je puisse vivre la meilleure expérience possible. Et il y a des gens qui vont demander ça, qui vont décaler leurs horaires de course, qui vont décaler leurs horaires de visite, pour avoir une expérience optimale avec le moins de personnes possible autour d'eux, ou le moins d'attente. On va repenser aussi la file d'attente dans les caisses. Forcément, ça refait sortir des expériences qui ont été menées notamment par Amazon, mais qui sont aussi menées par d'autres acteurs du retail, sur les magasins sans caisse, que ce soit du tracking très technologique, que ce soit de la prise de commande, que ce soit du retrait en magasin, que ce soit des logiques d'abonnement. Il y a des éditeurs dans le secteur du livre qui ont mis en place aujourd'hui des logiques d'abonnement. Je m'abonne et je reçois 5 livres dans l'année, de manière totalement aléatoire, des box, etc. Ça peut être aussi des logiques à mettre en place. Il va falloir commencer à réfléchir à ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres logiques qui vont arriver autour du sans contact notamment. Que devient le contact dans un monde de distanciation? Il y a des innovations qui sont faites autour de ça. Et pour ça, je vais laisser, puisque ces innovations sont des innovations Keolis, je vais laisser la parole à Sophia qui va détailler ces innovations et puis les méthodes d'innovation qui sont en place justement chez Keolis. Bien, merci, bonjour à tous. Déjà, je vais un petit peu préciser Keolis, qu'est-ce qu'on fait. On est un acteur de la mobilité de personnes, donc tout ce qui est l'enjeu du déplacement. Et quand on parle innovation dans le monde de la mobilité, vous imaginez bien que ces 30 dernières années, on a été pas mal secoué, pas mal appréhendé. Enfin, il a fallu s'adapter à toutes ces mutations en fait qui peuvent impacter le déplacement.
Ces mutations-là, elles peuvent être de l'ordre du territoire. Ces 30 dernières années, on a vu des territoires qui s'élargissaient, qui se densifiaient ou qui, à l'inverse, se paupérisaient. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut accompagner cela? On a vu aussi les technologies, pas mal de mutations en matière de technologie qui ont fait que notre métier a énormément évolué, mais aussi qui ont fait que la consommation finalement de la mobilité a évolué. Et voyons cela, je dirais, s'accélérer d'année en année. Il y a environ vers 2005-2007, on a assez rapidement pris la décision de se dire qu'il faut que l'on se mette en place d'observation, d'exploration, parce que il y a un moment, même si on sait que l'anticipation n'est pas toujours aisée, on peut quand même essayer de poser une vision en fait dans l'observation et dans l'exploration des usages de nos utilisateurs, mais aussi plus largement du citoyen. Donc c'est un peu comme ça en fait que nous réussissons à alimenter en fait nos programmes d'innovation, tout simplement en disant depuis 15 ans, on se dit on va veiller ce qui se passe au quotidien dans chacun de nos réseaux, puisque notre chance aussi en tant que groupe Keolis, c'est que oui, on est une maison mère, mais on est présent en France, on est présent dans le monde entier. On gère des systèmes de transport de bus, des systèmes de location de vélos, des navettes fluviales. On avait même pendant un moment la gestion d'un téléphérique. Enfin, ça pour vous dire que c'est aussi autant de mobilité, autant de changements finalement que ça embarque dans les comportements et qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans nos projets d'innovation tout en restant toujours en alerte. Alors, veiller le quotidien, c'est intéressant parce que on trace bien quelle est cette consommation, quels sont les usages, aussi bien en mobilité pure. Je veux dire par là, je prends le bus, je prends le tramway, est-ce que je continue à prendre le tramway? Non, j'ai des personnes qui partent vers le haut, mais aussi sur tout ce qui est connexe à la mobilité. Et quand on parle de connexe à la mobilité, c'est rechercher un itinéraire, c'est acheter un titre de transport. Là aussi, on voit bien que les technologies ont aussi révolutionné cet aspect-là. Et pour compléter finalement cet aspect de veille dans le cadre de notre dispositif d'étude et d'exploration, on est aussi dans cet aspect de détecter les signaux faibles qui vont venir alimenter finalement nos projets d'innovation. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à partir dans l'exploration de concepts et qu'on est arrivé sur des sujets liés justement au contact, qui ne sont pas forcément venus, je dirais, comme on les amènerait aujourd'hui, justement dans un contexte de crise de Covid à l'époque. À l'époque, c'est que dans nos sondages, lorsqu'on se rapprochait des utilisateurs, mais aussi lorsque on relevait ce qui se passait concrètement sur le terrain par les collaborateurs, beaucoup de personnes nous disaient oui, une mobilité connectée, de plus en plus, on va vers de la dématérialisation, on a tous des smartphones. Alors, comment ça se fait qu'on a encore une carte de transport qu'il faut acheter tous les mois, il faut aller faire la queue, etc. Donc, comment, finalement, on pouvait embarquer ce qu'on appelle, nous, en innovation, la dématérialisation, qui était un signal qui arrivait vraiment de plus en plus fort, même si, parallèlement, nous avions des déclarations en disant attention, moi je ne veux pas payer, je ne veux pas donner mes données, enfin tout ce que vous connaissez déjà sur les aspects de la confidentialité et de la donnée, mais on sentait quand même que là en usage, il pouvait y avoir une certaine réponse à ce qui est notre quête première, je dirais, dans notre monde de recherche de mobilité, qui est celle de rendre toujours plus fluide, plus accessible la mobilité, et puis aussi toujours plus personnalisée. Ça, c'est ce qui ressortait dans ces dernières années dans les signaux faibles. Et c'est là aussi où on se dit, voilà, quel est l'apport de cette digitalisation, quel est l'apport des technologies qui viennent s'ajouter à la digitalisation. Et on a vu, je dirais, cette prédominance du vocal arriver dans les usages du quotidien et en disant, comment finalement ça aussi, ça peut apporter une réponse à cette accessibilité, à cette fluidité de la consommation de la mobilité. Et ces deux signaux que nous avons détectés ces dernières années ont été traduits dans le cadre d'expérimentation. Nous faisons donc des POC, des Proof of Concept, un peu la notion, il y a 15 ans, on parlait d'expérimentation. On va, grâce aussi à notre dispositif de groupe, c'est-à-dire que nous avons des entités, des petites filiales plus ou moins importantes, gérant plus ou moins de nombre de transports, en s'appuyant sur ces entités-là, nous allons pouvoir expérimenter en fait certains concepts.
Ce qui est intéressant quand on fait de l'expérimentation, on va aller chercher, si c'est possible, la validité d'un usage, mais on va aller chercher aussi sa faisabilité du côté du business, du côté de nos collaborateurs, quels sont les process qu'il faut associer. On va aller chercher aussi quels sont les bons partenaires. Là aussi, nous avons tout un process d'open innovation pour être très réactif, en fait, toute une base, en fait, de start-up que nous détectons aussi dans le cadre de notre veille technologique et des solutions, puisque nous veillons les usages, mais nous veillons les solutions, de façon à très rapidement pouvoir tester des éléments. Et là, ce qui est intéressant, finalement, quand on a travaillé sur ce premier projet qui était l'open payment, donc la dématérialisation des titres de transport, assez rapidement, nous avons pu le mettre en production auprès du grand public. Et ça aussi, c'est ce qui nous intéresse, parce que ce que je vous disais, c'est qu'avant tout, on va traquer aussi l'adoption d'un nouvel usage. Un nouvel usage, on est quand même du transport public avant tout. Ça, c'est important de le préciser. Donc, les attentes vis-à-vis de nos utilisateurs sont peut-être parfois un peu plus exigeantes du fait que nous sommes en train de gérer finalement une délégation de services publics, donc des deniers publics. Assez rapidement, nous avions une entité Keolis du côté groupe qui nous disait soyons prudents, développons ce dispositif juste pour payer occasionnellement un titre de transport. Nous allons capitaliser sur une cible d'utilisateurs qui est plutôt une cible de clients dits occasionnels. Alors, nous sommes partis là-dessus avec cette, je dirais, demande métier. Nous avons développé les éléments, nous avons communiqué et puis la mise en production s'est faite. Au bout de 15 jours, nous avions déjà des demandes des utilisateurs en disant « Mais pourquoi mon abonnement n'est pas sur mon smartphone ? Pourquoi je ne peux pas acheter directement cet abonnement ?» Parce qu'il était intéressant, c'est qu'en travaillant avec le métier et en développant directement avec le terrain, nous avions tout de suite en fait des réponses à cet usage, quels allaient être les écueils de développement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue usage en soi, ce qui va beaucoup nous intéresser maintenant, et je vous expliquerai tout à l'heure comment on va l'appliquer. L'autre projet, je vous ai parlé de Vocal. On a vu cette tendance depuis 2018 arriver au travers des assistants vocaux, enfin beaucoup de, je dirais, vous pouvez vocaliser avec votre montre, avec votre smartphone, etc. Là aussi, on est parti en POC. Là, on était dans un usage encore plus nouveau, c'est-à-dire plus nouveau dans l'adaptation au système de la mobilité, mais pas du tout nouveau d'un point de vue client. Si nous réfléchissons tous ensemble depuis combien de temps nous parlons à nos smartphones, ne serait-ce qu'en téléphonant, vous comprenez que avoir une conversation, finalement, n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça peut être quelque chose de nouveau quand on le traduit en mobilité. Donc là, on a travaillé, encore une fois, avec un terrain qui était sur notre réseau de transport de Dijon, avec des utilisateurs de Dijon en bêta-test, pour développer petit à petit quels allaient être les services rendus par cet assistant vocal intelligent que nous avons intégré dans l'assistant pour rechercher, en fait, pour aider à la recherche d'informations, la recherche d'itinéraires, qui est souvent la problématique la plus importante. Là aussi, on a pu, grâce à cette mise en production grand public, avérer le côté usage, mais aussi le côté performance. Alors, tout ça, on apprend. D'un côté, comme dans le grand jeu des groupes, nous avons le marketing qui va ensuite, si cela fonctionne, packager des offres. Mais nous, du côté de la veille et de l'exploration, nous allons continuer finalement à embarquer ce type de projet. Ce type de projet, on va l'embarquer quand il faut être très réactif dans la conception de nouveaux projets. Donc, ces tendances-là, on va en gros les appliquer, les embarquer dans la conception de nouveaux projets. Alors, c'est pour ça que finalement, pour que vraiment ces observatoires, ces explorations puissent être réellement nourrir les méthodologies et les projets, je dirais, nous avons mis en place une méthodologie qui est dans le monde de l'UX, de l'expérience utilisateur, dite méthodologie stratégie. Alors, pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que quand on pense expérience utilisateur, on utilise le terme d'UX, on est souvent tout de suite transporté dans le monde du design. Le monde du design, c'est le moment où en fait on va concevoir des interfaces, des interactions, qu'ensuite on va habiller pour valoriser le fonctionnel avec des systèmes coloriels. La plupart du temps, c'est ce moment-là qu'on appréhende dans la méthodologie. Chez Keolis, du fait qu'on s'est dit,
On a une vision qui part d'un petit peu plus haut, qui est celle de comprendre un peu les usages, comprendre les objectifs de nos métiers, embarquer aussi les prérequis de notre entreprise. On se dit, il y a toute une phase en préambule qui doit être celle d'un moment de cadrage, qui est compris donc de cadrage du service, des fonctionnalités, qui comprend une première phase de compréhension finalement très forte. Oui, en effet, de l'utilisateur, puisque nous sommes toujours dans un objectif précis qui est de rendre nos solutions et nos produits utilisables, de les rendre performants et de les rendre satisfaisants pour les utilisateurs. Mais tout ça engage aussi tout le monde de l'entreprise, tout le monde du collaborateur qui va peut-être animer ce service, engage l'entreprise sur les aspects un petit peu trop vite. Merci. Qui engage aussi les enjeux business de l'entreprise. Je veux dire par là, tous les rythmes de développement, de conception des produits. En fait, ce qui a été intéressant, en fait, nous avons saisi l'opportunité de nouvelles méthodologies qui sont arrivées dans la conception de produits du côté de notre direction du système d'information. Depuis 2 années, il y a une méthode agile qui est développée dans le cadre de nos produits, de la construction de nos produits. Et cette méthode, en fait, demande qu'on puisse itérer à des rythmes très précis pour développer nos solutions. Et là, on a une opportunité qui est assez forte pour nous, innovation, c'est qu'on n'est plus dans le cahier des charges au départ, je dirais, dans les méthodes en V, où on écrit tout ce qu'on veut et 2 ans plus tard, on verra la solution arriver. On a complètement l'opportunité d'être assez réactif et d'introduire des comportements, des technologies, des usages dans nos produits. Et pour ce faire, on a souhaité en fait mettre en place cette première partie de cadrage qui va définir dans un aspect assez macro les objectifs vraiment du projet et du produit en lui-même, mais les objectifs pour les utilisateurs, les objectifs pour les différents métiers parties prenantes, les sponsors. Si on crée une solution en B2C, le marketing va avoir des besoins. Si on crée une solution plutôt en B2I pour les employés, là, on va peut-être avoir un sponsor RH, on va peut-être avoir un sponsor exploitation. Donc, comment on écoute toutes ces personnes-là, comment on regarde aussi notre veille et comment on arrive à combiner tous ces éléments-là pour un moment dire, voilà, l'objectif précis à l'instant T du produit que nous allons concevoir là sont définis de cette façon-là, de façon à être dans des développements justes, c'est-à-dire que je développe quelque chose et je vais réellement le mettre en prod, il n'y a pas de marche arrière, en tout cas le moins possible, de façon aussi à garder, et ça ce qui est intéressant dans ce genre de méthodologie, c'est vous gardez aussi de la cohérence d'un point de vue, je dirais, plus opérationnel, ergonomique, UX, mais aussi du message branding que vous passez dans vos produits. Enfin, une méthodologie qui finalement va permettre étape par étape d'arriver à bien bâtir les objectifs, bien les traduire au moment de la conception et surtout qui va atterrir sur un moment, je dirais, de mesure et de traçabilité de ce qu'on a conçu pour bien s'assurer qu'on est bien en train de répondre aux enjeux que nous avions définis au démarrage. Alors, ensuite, donc on a cette méthodologie-là, on l'applique systématiquement, que ce soit dans nos projets que nous concevons, mais nous les appliquons aussi dans le cadre de nos projets innovation. La conception, la mise en prod n'est pas tout à fait le projet d'innovation, puisque dans le cadre de projets d'innovation comme les proof of concept, les expérimentations, nous n'allons pas tout développer. Souvent, nous avons des pistes de recherche et nous allons cadrer ces pistes de recherche. Toutefois, lorsque nous travaillons à ces expérimentations, OK, on a regardé finalement ce que veut l'utilisateur. Pour animer ce service pour un utilisateur, il va bien falloir animer le service collaborateur. D'accord ? Et aujourd'hui, je dirais que cette crise que nous vivons en ce moment est assez finalement intéressante pour appliquer cette méthodologie-là, puisque aujourd'hui, pour nous apporter en tant qu'acteurs de la mobilité des réponses à cette crise sanitaire et donc préparer ce post-confinement, nous sommes en train de mettre des actions en place très précises. Alors, il y a des actions qui nous sont données, qui nous ont imposées, bien sûr, vous l'avez entendu, par des normes réglementaires, mais de l'autre côté, nous avons toute notre expérience métier et aussi toute cette veille et toutes ces recherches que nous avons pu faire ces derniers mois
dans le cadre de l'innovation qui vont être mises au service des réactions, des services que nous allons rendre pour passer ce confinement. Mais nous rendons compte quand même que, comme François le disait tout à l'heure, c'est que ce confinement, semaine après semaine, nos utilisateurs sont un peu perturbés, ont du mal à se projeter. Ils se demandent après chaque annonce, finalement, comment ils vont faire. Donc, pour ce faire, eh ben, on renforce notre observatoire général et on met en place un observatoire Covid. Et cet observatoire Covid, il va encore s'appuyer sur la veille des usages, des technologies. Il va aussi regarder plus précisément, finalement, ce que nous avons déjà testé, de façon à bâtir très rapidement, à apporter des réponses en expérimentation peut-être sur le terrain, sur des éléments, par exemple, d'hygiène, comment on trace des process d'hygiène, mais il y a d'autres éléments qui vont être, tout à l'heure, on parlait des files d'attente, on parlait des taux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est combien il y a de personnes dans les véhicules. Donc, comment nous allons pouvoir donner cette information du taux de charge dans les véhicules, par exemple, pour pouvoir respecter la distanciation. Tout ça, ce sont des projets que nous avons déjà travaillés dans le cadre de l'innovation et que nous allons pouvoir rentrer directement dans notre observatoire pour apporter des réponses assez rapidement. J'ai beaucoup parlé. On va avancer un peu vite sur la slide suivante parce que je crois qu'il y a des questions et on va garder un peu de temps sur les questions-réponses. Très rapidement, ce qui est important de dire, voilà, tout ce dispositif existe, il anime, il y a de la réactivité, mais tout ça, ça ne se fait pas sans un peu d'apprentissage finalement, sans un peu d'évangélisation aussi auprès des chefs de projet, mais auprès aussi des managers, pour qu'il y ait cette prise de conscience finalement méthodologique. Et justement, encore une fois, cette période est une occasion, énormément de télétravail, est une occasion en fait de délivrer un premier élément d'apprentissage, de formation sur cette méthodologie, et là encore une fois d'apporter de l'innovation dans la formation. C'est ce qui nous valait, nous sommes encore une fois une direction innovation, et c'est important de pouvoir montrer ce qu'on peut faire. Donc là, on a travaillé avec un sponsor RH et avec Plannet pour pouvoir communiquer là-dessus. Alors, traduire une méthode en formation, c'est jamais très très simple, ça peut rester très théorique, mais comme nous avons eu l'opportunité de la développer, de la mettre en application pendant 2 ans, eh bien, nous avons été chercher un nouveau modèle de formation qui se construit avec plusieurs supports. Des supports plutôt visuels qui sont des motions, qui vont venir apporter la brique générique. Des supports plutôt animés qui vont être de l'ordre de l'interview. Nous avons été interviewer des chefs de projet, nous avons été interviewer des product owners, des sponsors, pour leur demander ce que apportait finalement, quels étaient les bénéfices de cette méthode. Et puis, nous proposons aussi des systèmes de quiz pour aboutir à une certification en fait sur l'UX. Ça, c'est un premier niveau qui est vraiment ouvert à différentes cibles dans l'entreprise pour s'approprier ça. Et petit à petit, nous allons continuer à le faire vivre avec des modules très opérationnels d'application. Il y a déjà des cas d'usage. Typiquement, je vous ai parlé du paiement sans contact. C'est déjà un cas d'usage à cette formation. Je vous ai parlé d'un coach vocal intelligent. C'est un cas d'usage. Maintenant, nous allons travailler petit à petit à faire vivre ça avec des déclinaisons en interne. Voilà, je le conclus juste assez rapidement. On l'a tous compris sur à la fois l'intervention de Sophia et à la fois l'intervention de Pierre-Emmanuel. C'est le moment d'investir, c'est le moment de tester des choses tactiquement pour booster le e-commerce, pour garder la main sur ses distributions. C'est aussi le moment de rentrer dans une logique d'innovation si on ne l'a pas déjà, de l'établir, etc. Parce que les entreprises qui investissent aujourd'hui dans l'innovation sont les entreprises qui demain gagneront des parts de marché, auront sécurisé leur clientèle et seront les leaders du marché demain. C'est vraiment la leçon qu'on peut en tirer aujourd'hui. François, merci. Vous m'entendez tous, j'espère. C'est Alain. Pareil, est-ce que tu peux mettre ta dernière slide simplement pour revenir sur le thème général? Comme nous avons débordé, mais que c'était très intéressant en source d'inspiration, en expérience, en exemple, etc., on va passer directement aux questions. Perrine, est-ce que tu peux nous retraduire les questions pour les uns et les autres? Alors, j'ai une question qui s'adresse directement à Sophia. La SNCF disait il y a quelques années que l'un de ses principaux concurrents était la visioconférence. C'était bien vu. Alors, pour un acteur de transport public, vu la crise, l'enjeu actuel n'est peut-être plus d'augmenter l'usage des bus, ni seulement de les rendre propres et désinfectés. Quel serait l'enjeu actuel?
Réguler et adapter les usages, travailler avec le bureau des temps, modéliser et rendre visible l'occupation des bus, rames ou travailler à la télétransportation. C'est tout à fait exact. Nous avons augmenté l'usage. Peut-être que dans une période de crise, notre crainte est de dire de conserver l'usage déjà dans un premier temps. Récemment, le président de la SNCF disait que si on devait respecter les règles de distanciation, eh bien, nous avions que la possibilité finalement de remplir nos véhicules et les trains à hauteur de 20%. Là, nous avons un enjeu. Réinfuser, réaugmenter l'offre, infuser plus de véhicules, c'est un autre enjeu, mais là aussi, c'est peut-être plus de conducteurs. Bon, il y a un enjeu, en effet, qui est contractuel, il y a un enjeu qui est côté de l'hygiène, mais il y a un enjeu fort que je lis au travers aussi de cette question très opérationnelle, qui est celui de l'information. On se rend bien compte qu'il va bien falloir pouvoir accompagner tous ces utilisateurs d'un point de vue information. Il y a un autre enjeu sur les modalités, c'est tous les reports modaux, je vous le dis. Est-ce que là, on observe des choses, des personnes disent, on voit qu'il y a des politiques de ville qui vont renforcer les pistes cyclables, qui vont renforcer l'usage du vélo. Est-ce que si les annonces se renforcent sur la crainte sanitaire, est-ce qu'on ne va pas retourner dans la voiture aussi? Bon, c'est vrai que là, peut-être que de travailler à juste notre modalité, on va travailler à des complémentarités. Vous parlez du bureau du temps, les bureaux du temps peuvent aussi nous conseiller énormément sur la répartition des usages, mais d'un point de vue temporel. Keolis travaillait, je me souviens, nous avions déjà travaillé par exemple à fluidifier les heures de pointe en demandant à des patrons d'université de décaler les rentrées en fonction des cours. C'est une façon aussi de se dire comment on peut travailler à fluidifier un petit peu plus les temporalités du travail, les temporalités dans la ville. Il y a en effet plusieurs leviers à activer, je dirais. Il n'y a pas que la fréquentation. N'oubliez pas que nous, c'est un enjeu aussi contractuel, mais comment on peut aussi conserver certains réflexes d'usage en complémentarité ou pas. Après, on n'est pas toujours obligé de partir sur des éléments de technologie. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, typiquement, on a une solution à laquelle on travaille en ce moment extrêmement frugale, qui est celle du nudge. On est bien encore dans l'information, on est bien encore comment accompagner les comportements. Voilà, on a différents leviers à activer d'un territoire à un autre, on regarde ça. Merci Sophia. C'est Alain à nouveau. Perrine, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, une dernière question qui s'adresse toujours à Sophia. Et la méthode UX, est-ce qu'elle a été appliquée au public interne de Keolis? Est-ce que l'agilité dont parlait Pierre-Emmanuel tout à l'heure a été appliquée dans votre cas? Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'appliquer au fil de l'eau. Et vraiment, elle n'est pas, surtout ayant en tête qu'elle n'est pas appliquée que pour la création, par exemple, de solutions B2C. Aujourd'hui, j'ai par exemple une direction de contrôle de gestion qui vient nous chercher pour voir un petit peu comment on retravaille tout ce qui est expression de besoin lorsqu'on fait des demandes budgétaires, etc. J'ai aussi tout ce qui va être les plateformes internes, vous savez, intranet ou les plateformes d'accompagnement informatique, etc., qui intègrent aujourd'hui le développement de la méthode UX. C'est-à-dire que vraiment dans les travaux des collaborateurs, petit à petit, c'est infusé. Merci Sophia. Merci. Nous sommes un peu en retard. À nouveau, un grand merci à tous les participants. Merci Sophia, merci Pierre-Emmanuel, merci François. Un grand plaisir, merci. Merci à tout le monde. Pour tous ceux et celles qui ont assisté, n'oubliez pas, demain, vous allez recevoir un mail de remerciement pour votre participation et tous les inscrits, évidemment. Vous pourrez revoir en replay cette session et vous serez invités très prochainement à la session prochaine qui aura donc lieu jeudi prochain à nouveau à 11 h et qui traitera d'un sujet majeur pour nous tous qui est quelle évolution en termes de prise de parole, de positionnement des marques dans ce contexte qui va évidemment changer, dans un après qui ne sera pas pareil que l'avant. Nous aurons là des expériences de Stéphane Perrault, directeur de Service Plan Paris, de Pierre-Jean Choquel, qui est patron de la stratégie, sans doute de l'équipe média avec Marion et peut-être Pascal. Donc nous échangerons sur à la fois les contenus, les contenants,
du monde d'après en termes de messages et de prise de parole. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Un grand merci encore pour votre présence. J'espère que ces séances sur le thème se donner toutes les chances vous ont inspiré. Très belle journée à vous. Au revoir.